La justice frappe à la porte. Il prend la fuite. Le pasteur Marcelo. C'est par son nom que tout commence dans cette séquence décisive. Un nom désormais au cœur de toutes les conversations, de toutes les interrogations, de toutes les tensions. Le pasteur Marcelo, figure publique, homme de foi pour certains, personnage controversé pour d'autres, se retrouve à un moment critique de son histoire. La justice congolaise décide enfin de passer à l'action. Une convocation officielle est émise, claire, formelle, impossible à ignorer. Dans le langage judiciaire, ce type d'acte marque une étape majeure. Ce n'est plus le temps des rumeurs ni des soupçons diffus. C'est le moment où l'on demande des comptes, où l'on confronte les versions, où l'on attend des réponses précises, vérifiables, encadrées par la loi. Sur le terrain, l'atmosphère est électrique. Devant les juridictions concernées, les regards se croisent, les discussions s'intensifient et une seule question domine: le pasteur Marcelo va-t-il répondre à l'appel de la justice? Ses fidèles, eux, sont déjà là. Certains prient, d'autres défendent, beaucoup espèrent encore. Ils parlent d'un homme intègre, d'un guide spirituel, d'un homme injustement accusé. Dans leur discours revient l'idée d'une incompréhension, voire d'une machination. Pour eux, cette convocation représente une opportunité unique, celle de laver son nom, de se présenter, de s'expliquer, de faire taire définitivement les accusations. En face, la famille de Blanche adopte une posture radicalement différente. Ici, pas de slogan, pas de défense passionnée, juste une présence digne, silencieuse mais lourde de sens. Les visages sont fermés, les regards déterminés. Chaque minute d'attente semble interminable. Pour eux, il ne s'agit pas d'image ou de réputation, mais d'une quête de justice. Une attente profonde que la vérité soit enfin dite, que les responsabilités soient établies, que le silence cède la place aux faits. Et puis il y a ces enfants, eux aussi attendent, mais leur attente est différente. Ils n'attendent pas un débat public ni un affrontement judiciaire. Ils attendent un père, une explication, un mot, un geste, quelque chose qui puisse donner un sens à ce qui se passe. Mais ce quelque chose ne viendra pas, car au moment précis où tous les regards convergent vers cette convocation, au moment où la vérité semble sur le point d'émerger, tout bascule. Le pasteur Marcelo disparaît, sans déclaration, sans justification, sans un message. Du jour au lendemain, plus rien, plus de traces, plus de présence, plus de voix. Un silence brutal s'installe, laissant place à une incompréhension totale. Cette disparition devient immédiatement un élément central de l'affaire. Elle alimente les débats, renforce les doutes, fracture davantage l'opinion publique. Dans les milieux judiciaires, la fuite n'est jamais anodine. Elle ne constitue pas une preuve en soi, les spécialistes le rappellent avec rigueur, mais elle reste un indicateur que les enquêteurs analysent avec attention. Car fuir, ce n'est pas seulement s'éloigner physiquement. C'est aussi refuser la confrontation, éviter les questions, se soustraire à un cadre où la parole est contrôlée, vérifiée, confrontée aux faits. Certains analystes évoquent une réaction humaine face à une pression extrême. La peur, le stress, l'effondrement d'une image publique. D'autres y voient une stratégie calculée. Disparaître pour gagner du temps, pour échapper à la pression, pour compliquer le travail des autorités, voire pour préparer une défense à distance. Mais au-delà des analyses, une perception s'installe dans l'opinion. Une question simple, directe, presque instinctive. Pourquoi fuir quand on peut s'expliquer? Pourquoi choisir le silence quand on a l'occasion de parler? Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les discussions du quotidien, les avis divergent mais convergent sur un point. Cette fuite dérange, elle trouble, elle laisse un vide que rien ne vient combler. Aujourd'hui, personne ne sait avec certitude où se trouve le pasteur Marcelo. Est-il encore au Congo? A-t-il quitté le pays? Bénéficie-t-il de soutien? Autant de questions sans réponse qui alimentent les spéculations. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours. Les autorités poursuivent leurs investigations, recoupent les informations,
tente de reconstituer les faits avec précision. Du côté de la famille de Blanche, la détermination reste intacte. Leur combat continue, porté par une conviction, celle que la vérité finit toujours par émerger. Et c'est peut-être là l'élément le plus marquant de cette affaire. Car si un homme peut disparaître, se cacher ou se taire, la vérité, elle, ne disparaît pas. Elle peut être retardée, contestée, dissimulée, mais elle ne s'éteint jamais. Elle attend patiemment que les faits parlent, que les preuves s'accumulent, que les contradictions apparaissent. Et dans l'histoire judiciaire comme dans la mémoire collective, elle finit presque toujours par rattraper ceux qui tentent de lui échapper. Cette affaire n'est pas terminée. Elle entre même dans une phase plus complexe, plus incertaine, mais aussi plus révélatrice. Une phase où chaque silence, chaque absence, chaque détail prend une importance particulière. Et une chose est certaine, tant que des zones d'ombre subsisteront, tant que des questions resteront sans réponse, cette affaire continuera de susciter l'attention, l'analyse et le débat. Mais au-delà de la disparition du pasteur Marcelo, une autre dimension de cette commence à émerger, plus silencieuse, mais tout aussi déterminante, celle de l'impact sur l'opinion publique et sur les structures sociales qui l'entouraient. Car lorsqu'une figure aussi exposée disparaît brutalement, ce ne sont pas seulement les enquêteurs qui se mettent en mouvement, c'est toute une société qui commence à se repositionner, à douter, à analyser, à reconsidérer ce qu'elle pensait acquis. Dans les jours qui suivent sa fuite, les témoignages se multiplient. Certains proches prennent la parole, parfois anonymement, évoquant des comportements passés, des incohérences, des zones d'ombre qu'ils n'avaient jusque-là jamais osé exprimer publiquement. D'autres, au contraire, restent fermement attachés à leur version initiale, dénonçant un acharnement, une injustice, une précipitation dans les jugements. Cette polarisation de l'opinion devient rapidement l'un des marqueurs principaux de l'affaire. Deux camps se dessinent. D'un côté, ceux qui estiment que la fuite du pasteur Marcelo constitue un signal fort, un élément troublant qui ne peut être ignoré. De l'autre, ceux qui considèrent que cette disparition doit être replacée dans un contexte de pression extrême, voire de danger personnel, et qu'elle ne saurait être interprétée comme un aveu. Entre ces deux positions, une majorité silencieuse observe, analyse, attente. Elle ne se prononce pas mais elle enregistre chaque détail, chaque information, chaque contradiction. Dans ce climat tendu, les autorités judiciaires sont confrontées à un défi de taille élevée pour suivre une enquête rigoureuse en l'absence de l'un des principaux concernés. Cela implique des procédures plus complexes, des démarches internationales éventuelles et surtout une pression accrue pour produire des résultats concrets. Car plus le temps passe, plus les attentes grandissent. La famille de Blanche, elle, ne relâche rien. Chaque déclaration publique est mesurée, chaque prise de parole est encadrée, mais le message reste constant. Il faut que la vérité soit établie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Cette constance contraste avec le silence total du pasteur Marcelo. Un silence qui, jour après jour, devient de plus en plus lourd à porter dans l'espace public. Sur le plan médiatique, l'affaire prend une ampleur nouvelle. Les débats se multiplient, les analyses se croisent, les experts sont sollicités pour décrypter non seulement les faits, mais aussi les comportements. Psychologues, juristes, sociologues apportent chacun leur lecture. Certains évoquent le profil des individus confrontés à une accusation grave et à une exposition médiatique intense. D'autres insistent sur les mécanismes de défense, les stratégies d'évitement ou encore les dynamiques de groupe qui peuvent influencer les réactions d'un leader entouré de fidèles. Mais malgré cette abondance d'analyse, une chose reste constante. L'absence du principal intéressé empêche toute clarification directe. Et c'est précisément cette absence qui entretient le doute. Car dans une affaire où les versions s'opposent, où les émotions sont fortes, où les enjeux sont considérables, la parole de celui qui est au centre de tout devient essentielle. Or, cette parole n'existe pas.
Elle est remplacée par des suppositions, des interprétations, des hypothèses. Et dans ce vide, chacun projette ses propres convictions, ses propres peurs, ses propres certitudes. Pendant ce temps, les enquêteurs avancent, pièce par pièce, élément par élément. Ils reconstituent les faits, vérifient les alibis, analysent les témoignages. Chaque détail compte, chaque incohérence est examinée, chaque piste est explorée. Le travail est long, minutieux, parfois frustrant, mais il est indispensable, car au-delà du tumulte médiatique, au-delà des opinions et des débats, seule une chose compte réellement: établir les faits avec précision. Et dans cette quête, le temps joue un rôle particulier. Il peut être un allié en permettant de faire émerger de nouvelles informations, mais il peut aussi être un adversaire en compliquant la collecte des preuves, en affaiblissant certains témoignages, en dispersant les acteurs. C'est pourquoi chaque jour qui passe sans que le pasteur Marcelo ne se présente devant la justice renforce la complexité de l'affaire. Et pourtant, malgré cette complexité, une conviction persiste chez de nombreux observateurs. Aucune fuite n'est éternelle. L'histoire judiciaire regorge de cas où des individus, pensant échapper à la justice, finissent par être retrouvés, arrêtés ou contraints de s'expliquer. Parce que les systèmes de coopération existent, parce que les frontières ne sont pas des barrières absolues, parce que la pression, qu'elle soit judiciaire, médiatique ou sociale, finit souvent par produire des effets. Reste à savoir combien de temps cela prendra. Reste à savoir dans quelles conditions cette confrontation aura lieu. Reste à savoir si, le moment venu, les réponses apportées seront à la hauteur des attentes. En attendant, l'affaire continue de marquer les esprits. Elle s'inscrit dans les discussions, dans les analyses, dans les mémoires. Elle devient un symbole, au-delà même des faits qu'elle recouvre. Celui d'une vérité en suspens, d'une justice en attente, d'une société confrontée à ses propres interrogations. Et tant que ces interrogations resteront sans réponse claire, tant que le pasteur Marcelo restera absent, tant que les zones d'ombre ne seront pas éclaircies, cette affaire continuera d'évoluer, de susciter des réactions, de provoquer des débats. Car au fond, ce que chacun attend, au-delà des positions et des opinions, c'est un moment précis, celui où le silence prendra fin, où les faits seront exposés, où la vérité enfin pourra être regardée en face. Mais une autre question commence désormais à s'imposer dans cette affaire. Une question plus profonde, presque dérangeante. Comment un homme comme le pasteur Marcelo a-t-il pu en arriver là? Car au-delà des faits, au-delà de la fuite, au-delà même de l'enquête en cours, il y a un parcours, une trajectoire, une construction d'image qui mérite d'être examinée avec attention. Pendant des années, le pasteur Marcelo a construit autour de lui une figure d'autorité, une image de guide, une présence qui inspirait confiance à des centaines, parfois à des milliers de fidèles. Ses paroles étaient écoutées, ses décisions respectées, ses positions rarement remises en question. Dans ce type de configuration, les spécialistes parlent très souvent d'un déséquilibre progressif, où la parole du leader prend une place centrale presque incontestable, et c'est précisément ce type de structure qui rend aujourd'hui l'affaire encore plus complexe. Car pour certains fidèles, remettre en cause le pasteur Marcelo, c'est remettre en cause tout un système de croyances, toute une relation construite dans le temps, parfois même une partie de leur identité personnelle. Ce mécanisme explique en partie pourquoi, malgré les accusations et malgré la fuite, un noyau dur continue de le soutenir sans réserve. Mais en parallèle, d'autres voix émergent plus critiques, plus prudentes, parfois même désabusées. Des anciens proches, des observateurs, des personnes ayant évolué dans son entourage commencent à évoquer des signaux faibles, des attitudes, des décisions qui, avec le recul, prennent une autre dimension. Rien de formel, rien de juridiquement établi à ce stade, mais suffisamment pour alimenter le doute et encourager les enquêteurs à creuser davantage. Dans ce contexte, le rôle des médias devient particulièrement sensible. Informer sans accuser, analyser sans condamner, rapporter sans déformer.
Un équilibre difficile à maintenir, surtout dans une affaire où l'émotion est omniprésente. Car il ne s'agit pas seulement d'un dossier judiciaire, il s'agit d'une histoire humaine avec ses victimes présumées, ses proches, ses soutiens et une opinion publique qui oscille entre indignation, incompréhension et attente. Pendant ce temps, la question de la localisation du pasteur Marcelo reste entière. Les autorités n'excluent aucune hypothèse. Certaines pistes évoquent un départ précipité, d'autres une organisation plus anticipée. Là encore, les enquêteurs avancent avec prudence, vérifiant chaque information, évitant toute conclusion hâtive. Car dans ce type d'affaires, la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes, tant sur le plan judiciaire que médiatique. Et puis il y a le temps. Ce facteur invisible mais déterminant. Plus les jours passent, plus les attentes se renforcent, plus la pression s'intensifie. L'opinion publique veut comprendre, veut savoir, veut des réponses. Mais la justice, elle, avance à son rythme, un rythme souvent jugé lent, mais nécessaire pour garantir la solidité des conclusions. Dans cet intervalle, le silence du pasteur Marcelo continue de peser. Il devient un élément à part entière de l'affaire, un silence analysé, interprété, commenté. Certains y voient une stratégie, d'autres un aveu implicite, d'autres encore une simple fuite face à une situation devenue incontrôlable. Mais une chose est certaine, ce silence ne laisse personne indifférent. Il alimente les débats, renforce les positions et maintient l'affaire au cœur de l'actualité. Car tant que le principal concerné ne s'exprime pas, tant qu'il ne se présente pas devant la justice, l'histoire reste incomplète. Et c'est précisément cette absence de conclusion qui maintient l'attention, qui nourrit l'intérêt et qui pousse chacun à continuer de suivre cette affaire avec attention. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par vous demander quelque chose. Fermez les yeux une seconde, juste une seconde. Imaginez que vous faites partie d'une communauté, une communauté soudée, chaleureuse, une de ces communautés où tout le monde se connaît, où tout le monde se respecte, où les gens se retrouvent chaque semaine pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour partager les joies et les peines de la vie ensemble. Vous connaissez ces communautés-là, peut-être que vous en faites partie vous-même. Peut-être que vous avez grandi dans une. Ces endroits où l'on se sent en sécurité. Ces endroits où l'on se sent chez soi, même quand la vie dehors est dure, impitoyable, et que rien ne semble aller dans le bon sens. Ces lieux où la foi est plus forte que les épreuves, où la fraternité est plus puissante que la solitude, et où l'on sait que quoi qu'il arrive, on ne sera jamais complètement seul face à la tempête. Maintenant, dans cette communauté, imaginez une femme que tout le monde connaît, une femme que tout le monde aime. Elle s'appelle Blanche, Blanche Tunassi. Et chaque dimanche matin, quand vous poussez la porte de cette église, c'est elle que vous voyez en premier. Elle est là, elle sourit. Elle vous accueille comme si vous étiez sa propre famille. Elle pose une main sur votre épaule quand vous traversez une période difficile. Elle prie avec vous. Elle rit avec vous. Elle pleure avec vous quand la douleur est trop lourde à porter seule. Blanche, c'est ce genre de femme. Le genre de femme qui fait que vous avez envie de revenir chaque semaine. Le genre de femme qui donne du sens à tout ce que vous faites dans cette communauté. Le genre de femme dont on dit souvent, quand on la croise, que le monde serait bien différent s'il y avait davantage de personnes comme elle. Elle avait cette capacité rare, presque inexplicable, de faire sentir à chaque personne qu'elle rencontrait qu'elle était vue, qu'elle était entendue, qu'elle comptait vraiment. Pas pour ce qu'elle possédait, pas pour le rang qu'elle occupait, mais pour ce qu'elle était, profondément, dans son humanité la plus simple et la plus sincère. Et cette femme-là, Blanche Tunassi, elle n'était pas malade. Personne ne peut vous dire le contraire. Les témoins sont formels, unanimes, catégoriques sur ce point. Pas une maladie connue, pas un diagnostic médical préoccupant, pas une fragilité particulière que ses proches auraient remarqué avec le temps. Pas un signe avant-coureur, pas un seul geste, pas un seul mot, pas un seul moment qui aurait pu laisser présager ce qui allait arriver. Rien. Une femme debout, active, présente dans sa vie,
dans sa famille, dans son église. Une femme dans toute la force et la plénitude de sa vie. Une femme qui avait encore tellement à donner, tellement à vivre, tellement à apporter à ceux qui l'entouraient et qui comptaient sur elle chaque jour, chaque semaine depuis des années. Et puis du jour au lendemain, cette femme est morte. Voilà, c'est aussi brutal que ça, aussi soudain, aussi incompréhensible et déchirant, sans préambule, sans transition, sans le moindre signe qui aurait pu permettre à ceux qui l'aimaient de se préparer à l'inimaginable. Pas de longue maladie, pas d'agonie progressive que l'on aurait pu anticiper, pour laquelle on aurait pu se préparer, aussi douloureusement que cela soit. Pas de nuit à l'hôpital, pas de médecin qui explique, qui rassure ou qui prépare la famille à l'inévitable. Non, rien de tout ça. Du jour au lendemain, Blanche Tunassi n'était plus là. Et les gens qui l'aimaient, les gens qui la côtoyaient chaque semaine depuis des années, se sont retrouvés face à une annonce qu'ils n'attendaient pas, face à une réalité qu'ils ne comprenaient pas, face à un vide immense et brutal qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer à affronter. Ce genre de vide qui s'installe dans une communauté et qui change tout, qui brise quelque chose d'essentiel, quelque chose que l'on ne sait même pas toujours nommer, mais que tout le monde ressent profondément dans sa chair et dans son âme. Et moi, je vous pose la question directement ce soir, parce que c'est mon rôle de vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'une femme en parfaite santé meurt comme ça, sans raison apparente, sans explication claire, sans aucun signe avant-coureur qui aurait pu alerter son entourage? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain sans que personne ne s'y attende, sans que personne ne comprenne pourquoi ni comment? Et est-ce que le silence qui a entouré cette mort, le flou qui entoure les circonstances de ce décès, est-ce que tout cela est normal? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est suffisant pour une femme qui a autant donné à sa communauté, qui a autant aimé, qui a autant servi, avec générosité et fidélité pendant toutes ces années? Bien sûr, on peut toujours invoquer la volonté de Dieu. On peut toujours dire que la mort est imprévisible, que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment, que personne n'est à l'abri de l'inattendu. On peut toujours trouver des mots pour envelopper l'inexplicable dans quelque chose qui ressemble à une explication. Mais voici ce que je vous dis ce soir, depuis ce micro, en tant que journaliste dont le travail est de chercher la vérité, et non pas de l'habiller avec de belles paroles rassurantes. Quand une femme en bonne santé meurt sans raison, la première chose qu'un journaliste digne de ce nom se demande, ce n'est pas uniquement comment est-ce possible, c'est aussi et surtout qui avait intérêt à ce que ça arrive, qui avait quelque chose à perdre si cette femme continuait à vivre, à parler, à témoigner de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle savait, de ce qu'elle avait vécu aux côtés de cet homme pendant toutes ces années. Parce que les coïncidences, ça existe. Personne ici ne le nie. Mais dans cette affaire, les coïncidences s'accumulent d'une façon qui commence à ressembler très sérieusement à toute autre chose qu'une simple coïncidence. Et c'est précisément là que mon travail commence. C'est précisément là que votre attention ce soir doit se concentrer avec moi. Blanche Tunassi n'était pas seulement l'épouse du pasteur Marcelo. Elle n'était pas seulement une femme d'église respectée et aimée par sa communauté. Elle était quelque chose de bien plus complexe, de bien plus important que ça dans cette histoire. Blanche Tunassi était une femme qui savait. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre ce qui s'est passé. C'est peut-être même la clé de toute cette affaire. La clé que tout le monde cherche depuis le début, sans toujours savoir où regarder ni vers qui se tourner. Qu'est-ce qu'elle savait? Elle savait ce que personne d'autre ne pouvait savoir, parce qu'elle était la seule à avoir accès à cette information. Elle vivait avec cet homme depuis des années. Elle partageait son quotidien, son intimité, son espace le plus privé, ses moments les plus sombres comme ses moments les plus lumineux. Elle connaissait le pasteur Marcelo non pas comme ses fidèles le connaissaient, à travers ses sermons du dimanche, à travers sa voix posée et ses paroles soigneusement choisies, à travers l'image qu'il construisait et entretenait chaque semaine devant ses ouailles. Non. Blanche le connaissait
dans sa réalité brute, sans masque, sans mise en scène, sans les habits du dimanche et sans les formules savamment préparées pour impressionner et convaincre. Elle connaissait l'homme derrière le pasteur. Et ça, c'est une différence fondamentale que l'on ne peut pas ignorer dans cette affaire. Elle connaissait ses secrets, ses vraies fréquentations, ses pratiques cachées, les zones d'ombre que cet homme avait soigneusement dissimulées à tout le monde autour de lui pendant des années, peut-être même depuis le tout début de son ministère. Et selon des sources proches de ce dossier, ces secrets-là, ces zones d'ombre-là, ils n'avaient absolument rien à voir avec l'image du serviteur de Dieu, du berger bienveillant, du guide spirituel désintéressé que le pasteur Marcelo s'était construit et cultivé pendant toutes ces années devant sa communauté. Rien à voir, deux univers parallèles, deux visages sur un seul homme. Et Blanche avait accès aux deux, elle voyait les deux, elle vivait avec les deux, et peut-être que vers la fin, cette dualité avait commencé à lui peser, à l'inquiéter, à la faire réfléchir à ce qu'elle devait faire avec ce qu'elle savait. Permettez-moi de vous dire quelque chose que j'ai appris dans mon métier, après des années à couvrir ce genre d'affaires complexes et douloureuses. Quand un homme a des secrets aussi lourds à porter, aussi compromettants, aussi dangereux pour son image, pour sa liberté, pour tout ce qu'il a bâti patiemment et laborieusement au fil des années, et que quelqu'un dans son entourage immédiat, quelqu'un qui partage son quotidien et connaît ses moindres faits et gestes, connaît ses secrets, alors cette personne-là devient automatiquement, que ce soit dit ou non, que ce soit conscient ou non, une menace potentielle, une menace vivante, une menace qui respire, qui parle, qui pourrait à tout moment, volontairement ou involontairement, laisser échapper quelque chose qui ferait tout s'effondrer. Tout. En une seule phrase, en un seul mot prononcé au mauvais moment devant la mauvaise personne. Et voilà où nous en sommes ce soir. Voilà le nœud central de cette première grande partie de l'histoire. Blanche Tunassi savait trop, et Blanche Tunassi est morte. Ou du moins, c'est ce que l'on nous dit officiellement. Parce que là aussi, attention, là aussi la réalité est bien plus complexe que ce que la version officielle veut bien nous laisser croire. Et c'est là que cette affaire bascule véritablement dans quelque chose qui dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Parce que voici ce que les gens disent dans les rues de Lubumbashi. Voici ce que les gens murmurent dans les couloirs de l'église de la Compassion. Voici ce que les familles se disent à voix basse dans leur foyer depuis que cette affaire a éclaté au grand jour. Certains affirment que Blanche Tunassi a été empoisonnée. Pas accidentellement, pas par mégarde, mais méthodiquement, soigneusement, par quelqu'un qui connaissait parfaitement ses habitudes, ses routines, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle buvait, comment elle vivait son quotidien, quelqu'un de proche, quelqu'un à qui elle faisait entièrement confiance, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais soupçonné, parce que pourquoi soupçonnerait-on la personne avec laquelle on partage sa vie, la personne à qui on a tout donné, la personne que l'on aime de tout son cœur depuis des années? D'autres, et ceux-là vont encore plus loin dans leurs affirmations, soutiennent que Blanche n'a pas simplement été empoisonnée. Ils affirment qu'elle a été sacrifiée, offerte dans le cadre de rituels occultes auxquels le pasteur Marcelo aurait activement participé. Des accusations terribles, des accusations qui font froid dans le dos, des accusations qui, si elles s'avèrent fondées, représentent l'une des trahisons les plus abominables qu'un être humain puisse infliger à quelqu'un qui lui fait confiance. Sacrifier sa propre épouse, la femme qui a partagé sa vie pendant des années, la mère de ses enfants, la compagne de ses jours les plus sombres et les plus lumineux. Si tout cela est vrai, alors nous ne parlons pas seulement d'un crime. Nous parlons d'une monstruosité sans nom, d'une perversion profonde de tout ce que la foi, la famille et l'amour sont censés représenter aux yeux de tous. Mais il y a une troisième version, et cette troisième version peut être la plus stupéfiante, peut-être la plus déstabilisante de toutes. C'est celle qui affirme que Blanche Tunassi n'est tout simplement pas morte, qu'elle serait en vie, quelque part, cachée, loin des regards,
loin de tout ce chaos qui entoure son nom depuis des semaines. Est-ce possible? Est-ce une rumeur de plus dans une affaire qui en est déjà saturée jusqu'à l'os? Ou y a-t-il derrière tout cela une vérité que certaines personnes cherchent activement à dissimuler? Une vérité qui, si elle éclatait au grand jour, changerait radicalement la nature de ce dossier et les responsabilités de chacun des protagonistes de cette histoire? Ce soir, je ne suis pas en mesure de vous dire laquelle de ces trois versions est la vraie. Ce n'est pas mon rôle de trancher à la place de la justice. Mais mon rôle, en tant que journaliste, c'est de vous dire ceci avec la plus grande clarté possible. Aucune de ces versions ne peut être balayée d'un revers de main. Aucune ne peut être ignorée ou mise de côté. Chacune mérite d'être examinée sérieusement, rigoureusement, avec tous les outils que la justice congolaise a à sa disposition. Parce que derrière chacune de ces versions, il y a des êtres humains qui souffrent, des enfants qui ont perdu leur mère, une famille qui attend des réponses depuis trop longtemps, une communauté entière qui a été trahie dans ce qu'elle avait de plus précieux, dans sa foi et dans sa confiance la plus profonde. Ce que je sais avec certitude, ce sur quoi je m'appuyais ce soir, c'est ce que les témoins ont dit. Une femme en bonne santé. Une mort soudaine et inexpliquée. Pas d'explication satisfaisante. Pas de transparence, pas de réponse donnée aux familles qui en avaient le droit légitime et absolu. Et un mari, un pasteur, un homme de Dieu qui, au lieu de réclamer justice pour son épouse, au lieu de tout faire pour que la lumière soit faite sur ce drame, au lieu d'être le premier à exiger que les responsables soient identifiés et condamnés, a choisi de fuir, a choisi de disparaître dans la nature, a choisi l'ombre plutôt que la transparence, le silence plutôt que la vérité, la lâcheté plutôt que l'honneur. Et ça, mesdames et messieurs, ça me dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose à tous ce soir. Parce qu'un homme qui n'a rien à se reprocher ne fuit pas. Un homme dont la conscience est tranquille ne disparaît pas dans la nature quand la justice commence à poser des questions. Un homme qui pleure sincèrement sa femme. Un homme qui veut vraiment savoir ce qui lui est arrivé ne tourne pas le dos à l'enquête. Il la réclame, il la demande. Il exige avec force et détermination que la vérité soit établie, même si elle est douloureuse, même si elle remet en cause des choses qu'il préférerait ne pas regarder en face. Le pasteur Marcelo, lui, a choisi le silence et la fuite. Et ce silence-là, cette fuite-là, en dit plus long sur la réalité de cet homme que tous les sermons qu'il a jamais prononcés depuis sa chair pendant toutes ces années, parce que les actes parlent toujours plus fort que les paroles. Toujours. Sans exception. Et les actes du pasteur Marcelo parlent ce soir d'une façon qui est impossible à ignorer, pour quiconque suit cette affaire avec honnêteté et lucidité. Voilà où nous en sommes pour cette première grande scène. Une femme aimée, respectée, irremplaçable. Une mort inexpliquée, soudaine, brutale. Des versions qui s'affrontent et se contredisent depuis des semaines. Et au centre de tout cela, un homme qui sait. Un homme qui avait tout intérêt à ce que certaines vérités ne sortent jamais. Un homme qui, aujourd'hui, court encore. Mais pour combien de temps encore? Parce que la vérité, elle ne court pas. Elle attend, elle est infiniment patiente et elle finit toujours sans exception par rattraper ceux qui lui tournent le dos. Blanche Tunassi mérite la vérité. Sa famille mérite la vérité. Ses enfants méritent la vérité. Et cette communauté entière mérite la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Et nous, depuis ce micro, nous ne lâcherons pas ce dossier tant que cette vérité ne sera pas établie, nommée et entendue par tous. Je veux aussi m'arrêter un instant sur quelque chose que l'on évoque rarement dans ce type d'affaires, mais qui me semble absolument essentiel ce soir. Blanche Tunassi n'était pas seulement une victime, elle était une mère. Elle avait des enfants qui l'attendaient à la maison, des enfants qui comptaient les jours, les heures, les minutes avec elle, des enfants qui n'ont pas eu le temps de lui dire au revoir, qui n'ont pas eu le temps de lui dire une dernière fois qu'il l'aimait,
Et ses enfants, là ce soir, portent deux fardeaux en même temps. Celui d'avoir perdu leur mère et celui de soupçonner que leur père est peut-être au cœur de cette tragédie. Imaginez ce que c'est de grandir avec ça. Imaginez ce que c'est de porter ça chaque matin en ouvrant les yeux. Personne ne devrait vivre ça. Personne. Maintenant que vous connaissez Blanche, maintenant que vous avez compris qui elle était, ce qu'elle représentait pour sa communauté et dans quelles circonstances troublantes elle a disparu de la vie de ceux qui l'aimaient, il est temps de parler de lui. Il est temps de regarder en face l'homme qui se trouve au centre de tout cela. L'homme sans lequel rien de ce que nous vous racontons ce soir n'aurait eu lieu. L'homme dont le nom résonne depuis des semaines dans les rues de Lubumbashi, dans les foyers, dans les églises, dans les tribunaux et bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Cet homme, c'est le pasteur Marcelo. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel avant que nous allions plus loin. Quand je vous parle du pasteur Marcelo ce soir, je ne vous parle pas d'un inconnu. Je ne vous parle pas d'un homme obscur que personne ne connaissait et que personne n'aurait remarqué dans la rue. Non. Je vous parle d'un homme que des milliers de personnes ont suivi. Un homme que des milliers de personnes ont écouté chaque semaine, parfois pendant des années, parfois pendant des décennies. Un homme à qui des familles entières ont fait confiance, ont ouvert leurs portes, ont confié leurs doutes, leurs peines, leurs prières les plus intimes. Un homme que l'on appelait berger, que l'on appelait guide, que l'on appelait homme de Dieu. Et c'est précisément pour ça que cette histoire est aussi douloureuse, aussi difficile à entendre, aussi difficile à accepter pour ceux qui l'ont vécu de près. Parce que trahir la confiance d'une personne, c'est déjà grave. Mais trahir la confiance de milliers de personnes en même temps, des personnes qui vous ont tout donné, qui ont cru en vous, qui ont organisé une partie de leur vie autour de vous et de ce que vous représentiez pour elles, ça c'est d'une gravité qui dépasse l'entendement. Et c'est exactement ce dont nous parlons ce soir. Alors, qui est vraiment le pasteur Marcelo? Pas celui que ses fidèles pensaient connaître. Pas celui qui montait en chair chaque dimanche avec sa Bible sous le bras et ses mots soigneusement choisis pour toucher les cœurs et rassembler les âmes. Non, je vous parle de l'homme réel, l'homme derrière le masque, l'homme que Blanche connaissait, l'homme que la justice congolaise cherche aujourd'hui à retrouver pour lui poser des questions auxquelles il n'a pas encore eu le courage de répondre. Et pour comprendre cet homme-là, il faut commencer par comprendre la mécanique de ce qu'il a construit. Parce que le pasteur Marcelo n'est pas devenu ce qu'il est devenu par hasard. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est construit progressivement, patiemment, brique par brique, sur des fondations faites de charisme, de discours habiles et d'une capacité extraordinaire à capter l'attention, la confiance et la dévotion des gens qui l'entouraient. Il avait ce don rare, ce talent particulier que possèdent certains leaders, certains orateurs, certains hommes d'église, de faire sentir aux gens qu'ils étaient spéciaux, qu'ils étaient choisis, qu'ils étaient aimés. Et dans un monde difficile, dans un contexte social souvent brutal et incertain comme celui que vivent beaucoup de gens à Lubumbashi, ce genre de don peut vous amener très loin, parfois trop loin. L'Église de la Compassion, c'est ce qu'il a bâti. Son œuvre, son empire spirituel, une institution qui s'est développée autour de sa personnalité, autour de sa voix, autour de l'image qu'il projetait chaque semaine depuis sa chair. Et cette Église-là, elle n'était pas petite, elle n'était pas anodine, elle représentait quelque chose d'important dans la vie de milliers de personnes. Un lieu de rassemblement, un lieu de foi, un lieu où l'on venait chercher du réconfort, de la direction, du sens dans une vie qui n'en avait pas toujours. Et le pasteur Marcelo était au centre de tout ça, le moteur, le visage, l'âme de cette institution. Mais voilà ce que personne ne voyait depuis les bancs de cette église. Voilà ce que les fidèles ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir, parce que cet homme avait pris soin de construire deux vies parfaitement séparées, deux univers qui ne devaient jamais se toucher, deux visages qui ne devaient jamais se retrouver face à face dans la même pièce. D'un côté, le pasteur, l'homme de Dieu,
le berger bienveillant. De l'autre côté, quelque chose de radicalement différent. Quelque chose que ses fidèles n'auraient pas pu imaginer en le regardant prêcher chaque dimanche matin. Le pasteur Marcelo était franc-maçon. Je prends un moment pour vous laisser entendre ce que je viens de dire. Le pasteur Marcelo était franc-maçon. Et ce n'est pas une accusation lancée à la légère depuis ce micro ce soir. Ce n'est pas une rumeur de plus dans une affaire qui en est déjà pleine. C'est un aveu qu'il a lui-même fait. Lui-même. De sa propre bouche. Devant des témoins, le pasteur Marcelo a reconnu appartenir à la franc-maçonnerie. Et moi, en tant que journaliste, je vais vous dire ce que cet aveu représente concrètement dans ce contexte précis. Un homme qui se lève chaque dimanche devant des milliers de fidèles pour prêcher la parole de Dieu, pour guider des âmes, pour se présenter comme un serviteur du Seigneur, cet homme-là appartient en secret à une confrérie qui, dans la perception de beaucoup de communautés africaines et chrétiennes, est fondamentalement incompatible avec la foi chrétienne qu'il prétendait incarner. Ce n'est pas seulement une contradiction, c'est une trahison fondamentale. Une trahison de la confiance de chaque personne qui s'est agenouillée dans cette église en croyant que l'homme devant elle était ce qu'il prétendait être. Mais je veux aller plus loin. Parce que la franc-maçonnerie en elle-même, aussi contradictoire qu'elle soit avec ce que cet homme prétendait représenter, n'est pas le cœur du problème ce soir. Le cœur du problème, ce sont les questions que cet aveu soulève. Les questions sur ce que cet homme faisait réellement, sur les pratiques auxquelles il participait, sur les personnes avec lesquelles il était en contact, sur ce qui se passait en dehors des murs de cette église, loin des regards de ses fidèles, dans les espaces où il n'était plus le pasteur Marcelo, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un que personne dans sa congrégation ne connaissait vraiment. Et c'est là que les témoignages recueillis dans ce dossier deviennent absolument glaçants. Parce que selon plusieurs sources proches de cette affaire, l'appartenance du pasteur Marcelo à la franc-maçonnerie n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus sombre et bien plus profond. Certains affirment que ces activités occultes allaient bien au-delà de ce que l'on associe communément à cette confrérie. Des rituels, des pratiques, des engagements contractés dans l'ombre qui auraient exigé des contreparties que la plupart des êtres humains normalement constitués ne pourraient même pas envisager. Est-ce que tout cela est prouvé? Non, pas encore. Et c'est précisément pour ça que la justice doit faire son travail. C'est précisément pour ça que cet homme doit être retrouvé, ramené devant les tribunaux et contraint de répondre à chacune de ces questions avec honnêteté et sans échappatoire. Parce que les accusations sont trop graves, les témoignages trop nombreux et la douleur des victimes trop réelle pour que l'on puisse se permettre de fermer les yeux et de passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que l'on évite souvent d'aborder directement dans ce genre d'affaires, parce que c'est inconfortable, parce que ça dérange, parce que ça remet en question des choses auxquelles beaucoup de gens préfèrent ne pas toucher. Je veux vous parler de la mécanique de la manipulation, parce que le pasteur Marcelo, avant d'être quoi que ce soit d'autre, était avant tout un manipulateur extraordinairement habile. Et comprendre comment il fonctionnait, comprendre comment il opérait, c'est essentiel pour comprendre comment il a pu maintenir cette double vie pendant aussi longtemps, sans que personne, ou presque, ne se rende compte de ce qui se passait vraiment. La manipulation dans ce contexte, ça ne ressemble pas à ce que l'on voit dans les films, ça ne ressemble pas à un vilain qui rit dans l'ombre en se frottant les mains. Non. Dans la réalité, la manipulation d'un leader charismatique, ça ressemble à de l'amour. Ça ressemble à de la bienveillance, ça ressemble à quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous voit, qui vous comprend mieux que vous ne vous comprenez vous-même. Et c'est précisément pour ça que c'est si efficace. Et c'est précisément pour ça que c'est si dévastateur quand le masque finit par tomber. Les fidèles de l'église de la compassion ne sont pas des gens naïfs. Je veux que vous entendiez ça clairement ce soir. Ces hommes et ces femmes qui ont suivi le pasteur Marcelo pendant des années
qui lui ont fait confiance, qui ont cru en lui, ce ne sont pas des personnes stupides ou facilement influençables. Ce sont des personnes normales, intelligentes, qui cherchaient ce que tout le monde cherche dans la vie. De la stabilité, du sens, de la communauté, de la foi, des repères dans un monde qui n'en offre pas toujours suffisamment. Et cet homme leur a promis tout ça, et pendant un certain temps, il a semblé tenir cette promesse. C'est ça le piège, c'est ça la tragédie. Et maintenant, ces mêmes personnes se retrouvent face à une réalité qu'elles n'avaient pas choisie, face à une vérité qu'elles n'avaient pas demandée, face à un effondrement de tout ce en quoi elles avaient cru. Et ça, c'est une violence invisible, une violence que l'on ne voit pas dans les journaux. Une violence qui ne laisse pas de traces physiques, mais qui peut briser une personne aussi profondément que n'importe quelle autre forme de violence. La trahison spirituelle, c'est une blessure qui ne guérit pas facilement. Et ces hommes et ces femmes portent cette blessure-là aujourd'hui, en plus de tout le reste. Mais revenons à l'homme. Revenons au pasteur Marcelo et à ce que ces secrets nous disent sur lui. Parce que ce qui me frappe profondément en tant que journaliste qui a étudié ce dossier de près, c'est la durée. La durée pendant laquelle tout cela a pu continuer sans être exposé au grand jour. Des années pendant lesquelles cet homme a mené cette double vie avec une aisance, une fluidité, une apparente sérénité qui aurait dû alerter davantage de monde bien plus tôt. Des années pendant lesquelles il prêchait le matin et vivait autre chose la nuit. Des années pendant lesquelles il guidait les autres vers la lumière tout en s'enfonçant lui-même de plus en plus profondément dans l'obscurité. Et Blanche voyait tout ça. Blanche savait. Blanche vivait au cœur de cette contradiction permanente, de cette tension entre ce que son mari prétendait être et ce qu'il était réellement. Et on peut se demander ce que ça fait à une femme de vivre avec ça. On peut se demander comment on supporte ça au quotidien. Comment on continue à sourire le dimanche matin devant les fidèles quand on sait ce que l'on sait. Comment on continue à jouer son rôle dans une pièce de théâtre dont on a compris depuis longtemps que les coulisses ne ressemblent en rien à ce que le public croit voir. Peut-être que Blanche avait décidé de parler. Peut-être qu'elle avait atteint un point de rupture. Peut-être que le poids de ce qu'elle savait était devenu trop lourd à porter seule et qu'elle avait commencé à envisager de tout révéler à quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Peut-être que le pasteur Marcelo le savait. Peut-être que c'est précisément ça qui a tout déclenché. Ce ne sont pas des certitudes, mais ce sont des questions que tout le monde dans cette affaire se pose. Et ce sont des questions qui méritent des réponses. Ce que je sais avec certitude, c'est ceci. Un homme qui construit sa vie entière sur un mensonge. Un homme qui bâtit son identité publique sur une image radicalement opposée à ce qu'il est en privé. Cet homme-là vit dans une peur permanente. Une peur sourde, constante, qui ne le quitte jamais complètement. La peur d'être découvert. La peur que quelqu'un parle. La peur que l'édifice qu'il a mis des années à construire s'effondre en une seule nuit. Et cette peur-là, elle peut pousser un homme à faire des choses que l'on n'aurait jamais imaginées de lui. Des choses que l'on refuse d'abord d'envisager, tellement elles semblent incompatibles avec l'image que l'on a de lui. Et puis les faits arrivent, et les faits ne mentent pas. Le pasteur Marcelo avait des secrets, plusieurs. Des secrets qui concernaient sa vie spirituelle, ses affiliations cachées, ses pratiques nocturnes, ses engagements dans l'ombre. Des secrets qui, s'ils avaient été connus de ses fidèles dès le début, auraient empêché tout ce qu'il a construit de voir le jour. Et ces secrets-là, aujourd'hui, ne sont plus tout à fait secrets. Ils ont commencé à sortir. Ils ont commencé à circuler. Et chaque jour qui passe, chaque témoignage nouveau qui émerge, chaque source qui ose enfin parler, rapproche cette affaire un peu plus de la vérité complète. Et cette vérité-là, le pasteur Marcelo le sait. C'est pour ça qu'il fuit. C'est pour ça qu'il court. Parce qu'un homme qui fuit n'est pas un homme innocent. Un homme innocent reste. Un homme innocent se bat.
Un homme innocent regarde la justice dans les yeux et dit « Me voilà, posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher. » Le pasteur Marcelo, lui, a choisi l'inverse. Et ce choix-là, ce soir, nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir sur la nature de cet homme et sur le poids de ce qu'il porte sur ses épaules depuis bien trop longtemps.